J'ai parlé dans ce livre qui s'appelle La science incertaine, dont le sous-titre est Santé publique, les collusions mortifères entre industriels et chercheurs. Et en fait, je vais revenir un peu sur cette histoire de l'amiante, puis sur celle des pesticides pour montrer les parallèles. Et je conclurai sur les défis qui nous attendent. L'amiante, il y a des stratégies des industriels qui se mettent en place dès les années 20-30. On sait tout sur, au minimum, les fibroses pulmonaires dès la fin du XIXe siècle. Dans les années 20-30, les industriels font faire par des chercheurs et des médecins des études sur dans les usines de transformation d'amiante aux États-Unis, pour lesquelles les compagnies d'assurance ont refusé de faire des contrats d'assurance vie pour les ouvriers parce qu'ils mouraient trop tôt. À partir des années 1910-1915. Les études sont académiques et que font les industriels? Ils les mettent sous le coude. C'est le secret, une chape de plomb, parce que pour eux, l'enjeu, c'est faire en sorte d'empêcher les réglementations de contrôle des empoussièrements, ce qui implique de dissimuler les effets sanitaires de l'amiante. Et jusqu'au début des années 60, tout sera totalement secret, gardé secret entre des industriels, des chercheurs, des médecins. Les années 60, le début des années 60, c'est Irving Selikov, un brillant médecin, pneumologue, épidémiologiste, qui, au lieu d'aller à Harvard, crée une clinique. Je regarde ma montre, parce que si je me lance dans l'histoire. Mais je suis là, vous inquiétez pas. Bon, ça va. Crée une clinique dans le Bronx. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu la géographie de New York, le Bronx, c'est un des quartiers ouvriers de New York. Il crée une clinique pour justement travailler sur les maladies respiratoires des ouvriers. Et très rapidement, qu'est-ce qu'il voit apparaître? Un gros problème de maladies respiratoires. Alors il fait ça dans les années 50 à peu près, 55, chez les ouvriers, les travailleurs de l'isolation. Et il est surpris de la gravité, notamment de la survenue des cancers bronchopulmonaires chez des ouvriers qui n'ont pas 70 ans, qui en ont 40. Il va trouver le syndicat qui a une caisse de retraite, puisque c'est les syndicats aux États-Unis qui gèrent les caisses de retraite des employés, les salariés, et il demande d'avoir accès aux fichiers pour obtenir la possibilité de regarder ce qui se passe d'un point de vue épidémiologique. Dans un premier temps, les ouvriers disent mais on a discuté déjà avec l'Institut de la santé des industries de l'amiante, qui a été créé évidemment par les industriels. Et cet institut nous a répondu que tout allait bien. Et Selikov assiste et finit par obtenir gain de cause. Et là, les résultats sont absolument accablants. Cette population des travailleurs de l'isolation qui travaillent l'amiante venant du Québec est décimée. Alors que fait Selikov? Au lieu de simplement publier dans une revue, la comité de lecture, qui est le moyen d'expression des scientifiques, il décide de réunir un grand congrès international sur l'amiante en lien avec l'Académie des sciences de New York pour que d'emblée ces résultats soient portés publiquement sur la place publique. Parce qu'il a fait la littérature, il s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre quand même de publications scientifiques qui mettaient timidement le doigt sur est-ce qu'il n'y aurait pas un problème quand même, le doute. Et lui fait ce congrès qui réunit
à peu près tous ceux qui travaillent sur l'amiante dans une santé publique. Et il affirme, et il a une phrase très très importante. Il dit « Commençons par le commencement », en faisant l'introduction du colloque. Commençons par le commencement. Ne parlons pas des travailleurs de l'amiante, parlons des travailleurs de l'isolation qui travaillent l'amiante, parlons des travailleurs du bâtiment qui travaillent l'amiante, parlons des travailleurs des mines qui travaillent l'amiante, et mettons ensemble toutes les connaissances produites pour montrer à quel point ce minéral est mortel, mortifère. C'est évidemment repris partout dans la presse américaine. Et que font les industriels qui sont furieux, évidemment, 64. Les industriels sont furieux, et que vont faire les industriels? Ils vont offrir un énorme contrat à un professeur qui s'appelle McDonald au Québec pour produire des données qui puissent disqualifier les données de ces taux. Déjà, quand on s'appelle McDonald, c'est pas sa faute. Donc, McDonald produit des données sur les mineurs du Québec dans les années 70-80 et même au-delà d'ailleurs, disant que non, on ne retrouve pas d'excès de cancer bronchopulmonaire, on ne retrouve pas d'excès de mésothéliome. Je dirais qu'ils trafiquent ces données de telle sorte qu'elles ne donnent rien. Et on a donc ce paradoxe que, aux États-Unis, l'amiante québécois donne des cancers et des mésotéliomes et des fibroses, bien sûr, chez les travailleurs de l'isolation, alors que l'amiante issue des mines, pulvérisée quand même dans les installations, ne donnerait pas de cancer. On a su, grâce beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans les années 2000, par l'Institut de santé publique du Québec, que les données de McDonald étaient trafiquées. Il y a eu un énorme scandale autour de ce professeur de l'Université de McGill qui néanmoins n'a jamais perdu son poste, alors que Selikoff a eu les pires difficultés pour obtenir de continuer à travailler dans des conditions correctes. Si on regarde ce qui s'est passé par rapport à l'amiante en France, jusqu'aux années 70 et au-delà, d'ailleurs, on peut dire que jusqu'aux années 90, on n'a pratiquement pas de vigilance sanitaire de quelque corps que ce soit sur l'amiante, à part un inspecteur du travail, Origo, qui en 1905 attire l'attention en Normandie, ici dans cette région, à Condé-sur-Noireau, avec les usines de textile amiante. Le mouvement, la mobilisation par rapport à l'amiante, c'est les années 70 avec Jussieu, des travailleurs scientifiques qui se rendent compte qu'il y a de l'amiante qui tombe du plafond et qui pollue leurs expériences. Et c'est Jussieu et la rencontre avec les ouvrières d'Amisole, c'est-à-dire la rencontre entre les ouvriers victimes de l'amiante et qui n'ont aucune connaissance de ce dont ils sont victimes, et puis les scientifiques qui se mettent alors à les aider à comprendre à quoi elles sont exposées. Je vais aller très vite. Cette mobilisation va donner lieu effectivement à un premier décret qui est un décret assassin, puisqu'il ne protège que contre les formes graves de l'asbestose et pas du tout contre les cancers, en 1977. Et les stratégies des industriels, c'est de nouveau de reprendre le pouvoir avec le comité d'environnement et avec un slogan qui est un mensonge qui s'appelle l'usage contrôlé de l'amiante. Et ce mensonge va sévir comme doctrine sur l'amiante du côté des pouvoirs publics, du côté des syndicats, et bien sûr d'abord du côté des industriels, jusqu'aux années 90, où là, Henri Vézra, qui était à l'origine du mouvement à Jussieu et de la rencontre avec Amisole, va développer vis-à-vis du ministère de la Santé et du ministère du Travail tout l'argumentaire qui a été construit par des scientifiques indépendants des industriels pour permettre qu'enfin la réalité des effets sanitaires de l'amiante
soit unanimement reconnue avec une expertise collective INSERM en 1996 et l'interdiction en 1997. Le mouvement des victimes a pris son essor dans les années 90 avec un certain nombre de revendications sur non seulement l'interdiction, mais la reconnaissance du point de vue de la réparation, le suivi post-professionnel, la prévention. Il y a quand même une réglementation en France qui est très en pointe même par rapport à certains pays européens, grâce à ce mouvement des victimes de l'amiante et cette alliance entre les scientifiques et les victimes, la mobilisation. Quelques dates importantes, les arrêts de cour de cassation de février 2002, qui sont des arrêts concernant la faute inexcusable de l'employeur. Jusque-là, la faute inexcusable de l'employeur n'avait quasiment pas été utilisée. Cette faute inexcusable de l'employeur, elle est redéfinie à partir de ces arrêts 2002, février 2002, par la Cour de cassation, par la Chambre sociale, disant non seulement la faute inexcusable de l'employeur est légitime quand l'employeur connaissait ou aurait dû avoir connaissance du risque, mais l'employeur a une obligation de résultat, et cette obligation de résultat, cette obligation de sécurité est une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « j'ai mis des masques », à partir du moment où des gens sont malades, alors il y a une faute inexcusable de l'employeur. Et ça se rapporte à une règle qui existe depuis 1893 en France, qui est la loi faisant obligation à l'employeur de ne pas mettre en danger les travailleurs dans les ateliers. Donc on est là sur quelque chose qui est extrêmement fort dans la réglementation française. Il reste beaucoup de problèmes sur l'amiante, mais quand même ces mobilisations, on les retrouve en fait dans ce qui se passe actuellement par rapport aux pesticides. Alors je voudrais insister, mais je vais passer très vite, sur le fait qu'on a la même histoire. Les industriels savent tout sur les pesticides depuis probablement le milieu du XXe siècle. On a ce livre de Rachel Carson que je vous engage tous à lire, qui s'appelle Le Printemps silencieux, où elle explique énormément de choses. Et en fait, c'est de nouveau la rencontre entre les victimes et les scientifiques, et c'est le même scientifique, Henri Pézerin, qui rencontre Paul François, et ce sera le début de cette histoire. Ceux qui ont vu le film de Les Sentinelles, je dirais, connaissent l'histoire. Je ne vais pas beaucoup insister. Je voudrais insister sur une chose avant de conclure. C'est le règlement REACH qui a été adopté en 2007, sur lequel nous devons nous appuyer. Le règlement REACH s'appuie sur un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que ce n'est plus aux victimes, au pouvoir public, de prouver que des substances sont dangereuses, qui est une manière aussi d'encourager ce que j'appelle l'expérimentation humaine, parce que malheureusement, attendre des études épidémiologiques, c'est faire de l'expérimentation humaine, c'est attendre qu'on puisse prouver, soi-disant statistiquement, qu'il y a des victimes. En fait, c'est l'expérimentation humaine. Et REACH, c'est mettre au cœur du système le principe de substitution. À partir de là, c'est pas seulement opposer des systèmes de production, c'est qu'on ne devrait avoir un système de production agricole que celui qui répond au principe de cette loi de 1893, c'est-à-dire qui ne met en danger ni les travailleurs, ni la population. Je voudrais insister en terminant sur le problème de cette stratégie d'incertitude indéfiniment reconduite qui a été imposée par les industriels, adoptée par trop de chercheurs, trop de médecins en France, qu'on retrouve intégralement à la fois dans les problèmes soulevés par la réparation en maladie professionnelle. Et puis je dirais qu'on a 4 défis à relever: briser l'invisibilité des victimes, et Paul en a parlé,
faire en sorte que l'indemnisation soit financée par les industriels, et c'est l'objectif aussi du Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, la prévention, en s'appuyant sur les principes de REACH, interdire et substituer, et enfin obtenir la condamnation des crimes industriels, parce que nous sommes en présence d'une stratégie délibérée. Je vous remercie.